Hier, c'était l'Halloween, hein? Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet épeurant, l'avenir de notre planète. Je me souviens quand j'étais ado, on voyait les changements climatiques un peu comme quelque chose qui affecterait les générations futures. T'sais. On disait, si on fait rien, on va refiler des problèmes à nos enfants, à nos petits-enfants. T'sais. Mais ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que les changements climatiques, la pollution humaine, causent déjà des problèmes graves. On apprenait, par exemple, l'année dernière qu'un décès sur 6 à travers le monde, en 2015, avait été causé par la pollution. Je veux dire, les phénomènes météorologiques extrêmes, là, comme les ouragans, les inondations, les sécheresses, les canicules, tout ça, sont de plus en plus fréquents et imprévisibles, et ça va aller en s'empirant. On se souvient, par exemple, de la vague de canicules cet été, qui a fait 54 morts ici au Québec. Et en fait, dans les 10 années les plus chaudes recensées depuis 1880, donc depuis qu'on recense ces données-là, ont toutes eu lieu depuis 1998. Donc ça se réchauffe clairement. L'autre jour, on apprenait que depuis les années 70, 60% des animaux vertébrés sauvages qui peuplent la planète ont disparu. Certains scientifiques disent qu'en fait, on assiste actuellement à une 6e extinction massive des espèces, qui est 100 fois plus rapide que les précédentes. On constate aussi qu'il y a un phénomène de migration de masse qui sont provoqués par la montée du niveau de la mer, par les sécheresses, les inondations, tout ça. Et en fait, c'est 203 millions de personnes qui ont dû être déplacées à cause de catastrophes naturelles entre 2008 et 2015, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Bref, donc, jour après jour, on apprend des nouvelles terribles. Il y a des nouvelles catastrophes qui surviennent, où les scientifiques sortent de nouvelles prédictions vraiment alarmantes. Et donc, je ne vais pas vous répéter toute l'explication sur c'est quoi les changements climatiques et comment ça fonctionne, le gaz à effet de serre, tout ça. Je prends pour acquis que vous êtes tous et toutes familiers avec les mécanismes. Et bon, de toute façon, s'il y a des climato-sceptiques dans la salle, moi je ne crois pas à ça, les climato-sceptiques. Mais on se rappelle que, juste rapidement, que le monde et la planète est 1,1 degré Celsius plus chaude qu'avant la révolution industrielle. Et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoit que ça soit possible, seulement possible, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius si des efforts, et je cite, rapides et de grande envergure sont faits pour réduire les émissions nettes de dioxyde de carbone de 45 % d'ici à 2030 et pour les réduire à zéro d'ici à 2050. Donc c'est vraiment des efforts massifs que ça va prendre. Et déjà, une hausse de 1,5 degré Celsius aurait des effets catastrophiques. On est en ce moment sur la trajectoire, si on ne change pas grand-chose, si on ne change rien, pour complètement manquer cette cible-là. Et on risque plutôt, en fait, d'atteindre une augmentation de 3 degrés Celsius d'ici à 2100 et 1,5 degrés Celsius en 2040. Il y a une étude de la National Academy of Science qui avertit qu'une hausse de 2 degrés Celsius pourrait avoir un effet domino sur le climat. Donc, la hausse des températures va avoir pour effet de libérer du carbone qui est en ce moment piégé dans les arbres, dans le pergélisol, dans les puits de carbone. Et ça va donc entraîner la libération d'encore plus de carbone dans un cercle vicieux, quoi. Donc, une hausse de 2 degrés Celsius pourrait donc avoir des effets irréversibles et entraîner un réchauffement drastique de la planète. Donc, comme le dit un des chercheurs qui a publié cette étude, il dit on n'est pas en train de crier aux loups. Les loups sont maintenant dans notre champ de vision. Tu sais. Donc, tout ça, comme on sait, ça va causer une hausse du niveau de la mer qui pourrait atteindre entre 6 et 60 mètres, dépendamment de la rapidité du réchauffement.
ça va entraîner la disparition d'écosystèmes, ça va faire baisser la disponibilité de l'eau potable. Déjà, cette année, il y a Cape Town, la ville en Afrique du Sud, qui est devenue la première grande ville mondiale à être à court d'eau potable, à avoir une complète pénurie d'eau potable. Et en fait, la NASA a recensé 34 régions à travers le monde qui sont à risque de manquer complètement d'eau potable. Donc, les sécheresses et les changements de température vont accroître la fréquence des mauvaises récoltes. Et bref, il va y avoir des villes qui vont être englouties par les eaux, l'eau potable va se faire plus rare, la bouffe plus chère, les régions vont devenir inhabitables à cause de la chaleur ou du froid extrême, et on va être frappé par des ouragans, des feux de forêt, des tsunamis et compagnie. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur. Mais effectivement, vous avez raison. Ça devient vraiment urgent de faire quelque chose en ce moment. Est-ce que tu me donnes le temps? Oui. Okay. Mais pourtant, notre classe dirigeante, c'est-à-dire la bourgeoisie, c'est-à-dire les gens qui contrôlent les grandes banques, les grandes entreprises, donc on peut aussi les appeler les capitalistes, et les politiciens qui sont à leur service, ont vraiment pas l'air pressés de faire quoi que ce soit. On se rappelle que, par exemple, Trump s'est retiré de l'accord de Paris, qui avait pourtant un objectif pas très ambitieux de 2 degrés Celsius. En fait, depuis la signature de l'accord de Paris en 2015, seulement 16 pays ont pris des mesures suffisamment ambitieuses par rapport à ce qu'ils avaient promis. Et c'est sans compter pendant ce temps-là, les ExxonMobil et Chevron et toutes les entreprises d'hydrocarbures dépensent des millions et des centaines de millions de dollars pour combattre l'adoption de réglementations et juste même pour nier l'existence des changements climatiques. Et alors, pendant que ce monde-là ne font rien, ce qu'ils font réellement sur le side, c'est que la nouvelle mode chez les millionnaires, chez les milliardaires, c'est s'acheter des propriétés en Nouvelle-Zélande, se construire des bunkers dans des lieux isolés parce qu'ils savent que ça va leur prendre des lieux pour aller se réfugier quand les choses vont bombarder, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, les gens qui n'ont pas de millions de dollars pour acheter des propriétés en Nouvelle-Zélande? En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tout le monde se mette au vélo et devienne vegan. Non, c'est pas ça, évidemment. Quoique j'ai rien contre. Moi, je fais du vélo aussi. En fait, c'est pas ça la solution. Et en fait, on est rendu bien au-delà des solutions individuelles. Mais on se fait souvent dire que pour combattre les changements climatiques et la pollution, c'est chaque petit geste compte. Qu'on doit changer nos habitudes de vie, qu'il faudrait que tout le monde soit moins égoïste et plus vert. Et on se fait constamment bombarder de messages culpabilisants, comme quoi la solution, ça commence par soi. Donc, il faudrait recycler, manger bio, faire du vélo plutôt qu'utiliser la voiture, prendre moins l'avion, etc. Je ne sais pas qui prend si souvent l'avion que ça. Sur le site de David Suzuki, de la fondation David Suzuki, on retrouve cette belle citation qui dit « Dans un monde de 7 milliards de personnes, chacun d'entre nous n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais avec assez de gouttes, on peut remplir n'importe quel océan. » Mais le problème, c'est que c'est pas vrai qu'on est tous des gouttes. Il y en a certains qui sont des piscines, puis des lacs, puis voire des mers. T'sais. En fait, la production de gaz à effet de serre par les individus est une fraction de la production globale. Les 100 plus grosses entreprises, vous connaissez probablement cette statistique-là, mais je la répète, les 100 plus grosses entreprises de la planète produisent 71% des gaz à effet de serre. Donc, chaque individu aurait beau diminuer sa production personnelle de gaz à effet de serre de 50%, ça représenterait quelque chose de minime par rapport aux objectifs qu'il faut atteindre. Et c'est le même tableau si on regarde, par exemple, du côté des déchets domestiques, parce qu'on produit des quantités phénoménales de déchets, de déchets. Et en France, par exemple, 70% des déchets sont produits par les entreprises. Aux États-Unis, c'est 97%
des déchets qui sont produits par les entreprises. Les individus, ça représente les ménages, là, ça représente 3% environ. Donc, même si on recycle, ça a un effet qui est vraiment très, très faible sur ce qu'on produit en termes de déchets. Dans le même ordre d'idée, les 10% des ménages les plus riches aux États-Unis produisent 3 fois plus que les 10% des ménages les plus pauvres. Donc, c'est pas vraiment, aussi égal que ça en a l'air. Et bien sûr, en ce moment, je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez arrêter de recycler ou d'aller tout vous acheter un Hummer, là, c'est pas ça. Mais cependant, ce qui est clair, c'est que c'est pas avec des gestes individuels qu'on va réussir à régler la crise environnementale. En fait, les messages de culpabilisation constante des individus qui sont véhiculés par les grands médias sont souvent une façon pour la classe dirigeante, pour les plus riches dans notre société, qui contrôlent ces médias, justement, de mettre le blâme sur les travailleurs sur les travailleuses et pour se donner une raison pour ne rien faire. Hein. Oh, pas besoin de prendre soin de l'environnement, pas besoin de se fendre en quatre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les pauvres ont juste à prendre des douches plus courtes puis à trier leurs déchets. T'sais. Puis, donc, je pense que il faut aller voir des solutions qui vont plus loin que ça. Mais donc, je pense que de plus en plus de gens, surtout parmi les jeunes, puis je veux dire, vous en êtes la preuve, comprennent qu'il va falloir aller plus loin, qu'il faut un changement profond dans la société. Par exemple, une idée de changement social qui est proposée, que j'entends souvent parler, par exemple, il y avait un reportage là-dessus à Radio-Canada il n'y a pas longtemps, c'est la décroissance. Donc, la décroissance, c'est quoi? Le site degrowth.info nous dit « Par le mot décroissance, nous entendons une organisation de l'économie et de la société qui a pour but le bien-être de tous et qui préserve les fondements écologiques de la vie. Pour cela, une transformation fondamentale de nos modes de vie et un vaste changement culturel sont nécessaires. L'actuel principe directeur économique et sociétal est plus haut, plus rapide, plus loin. » Donc, pour ça, les partisans de la décroissance appellent à une réduction de la production et de la consommation. Par exemple, le professeur Jason Hickel, dans un livre sur la décroissance, là, lui c'est un décroissant, je ne sais pas comment on dit, affirme que les pays riches devraient baisser leur production de 6% par année. Mais quant à moi, je veux dire, je ne cherche pas à bâcher les gens qui défendent la décroissance. Là. Souvent, c'est des gens bien intentionnés qui veulent vraiment changer la société. Mais quant à moi, je trouve que blâmer la croissance, blâmer les problèmes environnementaux sur la croissance et la consommation, ça n'existe pas grand-chose, en fait. Et je pense que il faut creuser un peu ça. Donc, parce que la question demeure quand on dit ça, hein, quand on dit qu'il faut baisser la consommation, la croissance. Qui devrait consommer et qui devrait moins produire? Est-ce que c'est les travailleurs ou est-ce que c'est la classe dirigeante, les banquiers, les capitalistes, les propriétaires d'entreprises? Si on prend la consommation, par exemple, c'est pas la classe ouvrière qui mène un mode de vie débridé. Une grande partie des travailleurs et des travailleuses ont à peine de quoi se nourrir, se vêtir et on vit dans des conditions pas toujours excellentes. C'est pas nous qui avons 3 maisons, 6 voitures et un yacht. D'ailleurs, il y a une étude d'Oxfam qui montre que les 10% les plus riches de la société, de la planète, sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que nous, on devrait faire? Qu'est-ce que les travailleurs devraient faire? On devrait manger moins, vivre dans le froid, avoir encore moins de loisirs dans nos petites vies de misère. En fait, les travailleurs gagnent souvent juste assez pour satisfaire leurs besoins. Une étude récente rapportait que 50% des Canadiens vivent d'un chèque de paye à l'autre.
ça revient encore une fois à une façon de mettre la responsabilité pour les problèmes environnementaux sur la classe ouvrière. Et c'est pas comme si on avait vraiment tant le choix que ça pour nos modes de vie. Par exemple, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens à qui on dit « Ah, vous devriez prendre les transports en commun plutôt que la voiture », qui aimeraient tout à fait prendre le transport en commun. Mais pour avoir un changement social d'une telle nature, il faut mettre à la disponibilité des gens des transports en commun efficaces et abordables. Et si jamais vraiment il y avait une baisse de la consommation, là, comme les partisans de la décroissance le proposent, ça serait inévitablement les travailleurs et les travailleuses qui en paieraient le prix, parce que ça entraînerait donc une baisse de la demande, donc une réduction du marché, des pertes d'emplois, des pertes de salaire, et ça déclencherait une crise économique essentiellement. Et comme on sait, c'est jamais les capitalistes qui souffrent dans les crises économiques. Les riches, ceux qui sont réellement responsables de la pollution, continueraient à consommer tout autant. Et pour ce qui est de réduire la production, évidemment, il y a quelque chose là, faut pas le nier. Mais par contre, il faut regarder dans la société qu'on connaît actuelle, est-ce que c'est vraiment une idée qui a du bon sens? Premièrement, on a connu une baisse de la production récemment. Ça s'est appelé la Grande Récession. Et vous serez content d'apprendre que la production de gaz à effet de serre a diminué de 3% en 2009 en raison de la crise. Mais l'économie américaine, qui s'est donc contractée de 0,3% en 2008 et de 3% en 2009, ça a eu comme conséquence, cette contraction, de faire perdre leur emploi à des millions de gens, de pousser des milliers de gens à la rue. Alors, imaginez un 6% de contraction par année dans tous les pays riches, comme le propose le professeur Ickel. Ça serait une véritable hécatombe. Mais donc, même si les conséquences n'étaient pas négatives, prenons pour acquis là, que ça soit possible. La question demeure, qui devrait limiter la production? Est-ce que c'est nous, les travailleurs? J'aimerais bien, moi, pas travailler, là, mais j'ai aucun autre moyen pour me loger et me vêtir. Alors, en fait, c'est clairement que c'est les patrons qui devraient baisser la production. Mais donc, il faudrait les convaincre de produire moins. Je ne sais pas quel capitaliste va accepter de produire moins. Et aussi bien essayer de convaincre un cancer de cesser de se répandre. Là. En fait, l'existence des capitalistes en tant que capitalistes dépend du fait de constamment croître la production et de faire plus de profit. Le capitaliste qui va accepter de diminuer sa production va simplement se faire voler ses parts de marché par ses concurrents, être moins concurrentiel, évidemment, et éventuellement faire faillite et se faire racheter par une entreprise qui, elle, va être prête à produire plus et à continuer de polluer. Le fait est que blâmer la consommation et la production, c'est un peu voir l'arbre plutôt que la forêt. Hein. La production et la consommation sans limite sont inscrits dans la logique même de l'organisation économique de notre société, donc l'organisation économique de notre société étant le capitalisme. Et bon, le capitalisme, ça constituait à son origine un énorme progrès, après des siècles et des siècles d'obscurantisme, de développement extrêmement lent sous le féodalisme. Le capitalisme, avec sa révolution industrielle et sa recherche, la concurrence qui entraîne, a permis de développer fortement la science et la production à une vitesse phénoménale. Donc, ça a permis d'améliorer le niveau de vie des gens, de développer des technologies fantastiques, et ça crée les conditions pour une société de surabondance. Toutefois, toutes ces formes de formidables technologies, toutes ces formidables technologies, les industries, les transports, les sources d'énergie, etc., sont en ce moment entre les mains d'une poignée d'individus, les capitalistes. Mais les capitalistes, donc c'est les bourgeois, n'ont pas le choix que de faire tout pour que leur entreprise reste compétitive, pour dégager la plus grande marge de profit possible, et pour plaire aux actionnaires,
afin de réinvestir dans la production pour pouvoir faire encore plus de profit. Donc, pour garder leur position dominante, pour garder la position dominante de leur entreprise, pour garder leur position de classe, leur position privilégiée, les entreprises n'ont pas le choix de chercher toujours à faire plus de profit. Donc, sous le capitalisme, la production est faite, c'est ça, dans un seul but, le profit, et on ne produit donc pas pour satisfaire les besoins des gens. Au contraire, la production sous le capitalisme sert à vendre des trucs. On produit des objets pour pouvoir les vendre, pour pouvoir faire de l'argent. Et toute autre considération prend le bord. Les besoins des gens et les besoins de l'environnement, ça ne rapporte pas d'argent. Alors les capitalistes n'en tiennent pas compte. Ils ne se soucient de l'environnement que lorsque ça leur rapporte. Les entreprises doivent donc couper les coins ronds sur, par exemple, les droits des travailleurs, évidemment sur l'environnement. Ils doivent donc acheter les matériaux et les sources d'énergie les moins chers, même si c'est les plus polluants. Ils doivent consacrer le moins de ressources possible à suivre la réglementation environnementale, évidemment, et ils doivent fabriquer des biens qui brisent facilement pour s'assurer que les consommateurs continuent à en racheter. Hein. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et donc, en raison de l'impératif de profit, on en vient à des absurdités comme le problème des produits qui sont trop abondants, hein, qui coûtent pas assez cher à produire. C'est particulièrement absurde dans le cas des technologies vertes, par exemple. Je vous cite un article de The Economist. Donc l'article dit l'énergie verte a un vilain secret. Plus elle est déployée, plus elle fait baisser le prix de l'énergie en général. Cela rend difficile la gestion de la transition vers un avenir sans carbone parce que les technologies de production d'énergie, qu'elles soient vertes ou polluantes, doivent rester profitables pour pouvoir rester en utilisation. Donc, The Economist rapporte que déjà, les investissements dans les énergies renouvelables en Europe et en Chine sont déjà en baisse, en fait. Et en Chine, à cause de ce phénomène-là, l'État est en train de limiter le développement de l'éolienne parce qu'il veut protéger les centrales au charbon qui sont en train de faire faillite parce que l'électricité ne coûte pas assez cher. Donc, on a quelque chose de similaire avec ce qui se passe avec l'énergie solaire. Hein. Par exemple, l'industrie des panneaux solaires des États-Unis est aujourd'hui en crise parce que la surproduction de panneaux et la concurrence des bas prix du gaz naturel font en sorte que ça pousse les prix tellement bas des panneaux solaires que les entreprises ne font pas d'argent, fait que les entreprises arrêtent d'investir dans les panneaux solaires. Donc, une situation complètement ridicule. Et donc, ça fait qu'en fait, les hydrocarbures fournissent encore 80% de l'approvisionnement en énergie sur la planète. Et en fait, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que c'est encore les hydrocarbures qui vont représenter 74% de l'approvisionnement en énergie en 2040. Donc, le fait est que le marché est tout à fait incapable de régler la crise écologique. Et même s'il change progressivement, c'est clair que ce n'est pas assez rapide pour les besoins de la planète. C'est donc tout particulièrement absurde d'entendre parler des fameuses solutions fondées sur le marché, les market-based solutions. Donc, vous en avez sûrement entendu parler aussi. C'est par exemple, il y a par exemple la taxe sur le carbone, le système de plafonnement et d'échange. Justin Trudeau a annoncé qu'il allait imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas leur propre taxe ou leur propre système de bourse du carbone. Le problème, c'est que, bon, d'un côté, la taxe sur le carbone, ça constitue en bout de ligne une taxe régressive que les entreprises refilent aux consommateurs. Dans le cas de la Colombie-Britannique, par exemple, cette taxe-là qui est refilée aux consommateurs par les entreprises est ensuite retournée aux entreprises sous forme de subvention. Donc, c'est comme un double taxage des consommateurs. Et de l'autre côté,
le système de plafonnement et d'échange, qu'on appelle aussi la bourse du carbone. Bon, il y a des subtilités, ce n'est pas toujours nécessairement exactement la même chose, mais prenons pour acquis que c'est à peu près la même chose. Donc, elle existe en Europe ainsi qu'au Québec et en Californie. C'est peut-être encore pire, en fait. C'est comme une espèce de bourse là, où les entreprises s'échangent le droit de polluer au coût, par exemple, de 25 € la tonne. En ce moment, c'est à peu près ça. C'est à 25 € la tonne, selon la fluctuation du marché. À date, donc, les résultats sont nuls. Là. Ça n'a pas poussé les entreprises à diminuer leur production de gaz à effet de serre, notamment parce que les entreprises montent sur leurs propres émissions. Mais par contre, ce que ça a eu pour effet, ça a eu pour effet de créer des spéculateurs. Et donc, qui dit spéculateur, dit bulle financière. Et déjà, ça fait environ 1 an en ce moment, là, que le prix du carbone est en hausse. Et en septembre, il a connu une chute rapide de 18%. Et donc, les analystes et les spéculateurs disent déjà qu'il y a une bulle du carbone qui est en train de se créer sur le marché européen. Donc, c'est encore la joie du marché, quoi. Donc, considérant qu'on ne peut pas compter sur le marché et qu'on n'a pas le contrôle des entreprises, hein, comme j'ai déjà mentionné, certaines personnes pourraient être tentées d'amener la solution qu'il faudrait donc plutôt se servir de l'État hein, pour forcer les entreprises à cesser de polluer. Et le problème avec cette solution, c'est que d'abord, l'État est jamais à notre service. Il est toujours au service des capitalistes. Les gens au pouvoir ne vont rien faire pour aller contre les intérêts de la classe dirigeante. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de faire adopter de la réglementation environnementale et des accords, par exemple, pour la diminution des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand Justin Trudeau là, va aller à la COP24 en Pologne en décembre, si les gens de Bay Street ont le moindre indice là, que Trudeau adopterait, ce qu'il ne fera jamais, là, mais adopterait un truc un peu contraignant pour eux, vous pouvez être sûr qu'il va recevoir un bureau directement un téléphone directement dans son bureau, puis il va changer d'avis assez rapidement. En fait, les politiciens appartiennent généralement à la classe dirigeante eux-mêmes ou sinon ils travaillent pour elle. Hein, vous savez, les députés, les premiers ministres, les politiciens, c'est toujours soit des hommes d'affaires, soit des banquiers, des avocats, parfois il y a des médecins. C'est parfois les pires même. Et même lorsqu'ils appartiennent pas à la classe dirigeante, ils finissent par être achetés de toute façon. Et même si, parfois, il y en a des politiciens honnêtes qui tentent de réformer le système de l'intérieur, mais ils finissent toujours par succomber aux pressions des banquiers et des grandes entreprises. La menace plane toujours au-dessus d'un gouvernement qui serait un tant soit peu à gauche. Hein. La menace est « serre-nous » ou on baisse ta cote de crédit, on cesse de te prêter de l'argent et en fait, on ferme nos usines, on déménage et on crash ton économie essentiellement. Donc, d'ailleurs, Marx disait « l'État n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière ». L'autre problème avec l'État sur le capitalisme, c'est les limites de l'État-nation. Hein. C'est quelque chose qui apparaît clairement, par exemple, avec les négociations des différents accords internationaux sur le climat. La bourgeoisie, hein, la classe dirigeante de chaque pays est en concurrence avec celle des autres pays. Il n'y a aucun État qui veut avoir des restrictions plus importantes que celles que les autres pays imposent sur leur économie. Dès qu'il y a un pays qui refuse de se plier à la même chose que tous les autres, ben, tout fout le camp. Hein. Personne qui veut désavantager sa propre économie, là, sa propre classe dirigeante. Et donc, s'il y a un pays qui décide d'imposer des normes environnementales particulièrement strictes,
il risque en fait de repousser les entreprises qui vont simplement dire, bon, il y a moins de réglementation en Chine, hein, je fais mes valises puis je vais m'installer là-bas. Donc, on se retrouve avec vraiment des contradictions profondes qui règnent dans ce système capitaliste et avec l'État-nation. Cette contradiction étant que l'économie et le climat sont des systèmes qui sont mondiaux, qui sont planétaires, alors que les États ont juste un contrôle sur leur propre petit territoire. Mais bon, il n'est pas suffisant de reconnaître que le capitalisme est incapable de régler la crise. D'ailleurs, les partisans de la décroissance parlent aussi parfois du capitalisme et de ses failles, et qu'il faut amorcer une transition écologique, et ils ont raison. Mais ce n'est pas suffisant d'être contre le capitalisme. Il faut savoir par quoi le remplacer et comment mettre en œuvre la transition écologique et économique. Et donc, j'ai déjà expliqué comment toute l'économie est orientée vers la production pour le profit. Hein. On ne pourra pas simplement convaincre les capitalistes de limiter la production, d'appliquer une réglementation écologique ou d'investir dans les énergies vertes s'ils n'ont pas d'argent à faire avec ça. Et en fait, c'est là le nœud du problème. Hein. Il y a tout un appareil productif colossal d'une taille tellement immense qui est capable de faire changer le climat de la planète au complet, qui se trouve entre les mains d'une poignée d'individus. Et comme vous le savez, sûrement les 8 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que 50% de la population la plus pauvre. Donc c'est eux, ces gens-là qui contrôlent les industries, les moyens de transport, les médias, les sources d'énergie, les ressources naturelles. C'est eux qui seraient capables de mettre fin à l'exploitation débridée de la planète et à la pollution. Mais ils ne veulent pas. Ils l'ont clairement démontré. Donc la solution, elle se trouve là, elle se trouve devant nos yeux. Si ces gens-là ne veulent pas organiser la production de façon écologique, alors il faut leur prendre leurs entreprises de leurs mains et en prendre contrôle nous-mêmes. De toute façon, c'est nous, les travailleurs et les travailleuses, qui faisons fonctionner les entreprises, qui savons comment, les travailleurs et les travailleuses qui savent comment activer les machines, comment produire la bouffe, comment fonctionnent les usines, comment l'économie roule réellement, en fait. Comme disait Marx, pas une ampoule ne brille, pas une roue ne tourne sans la permission de la classe ouvrière. Et c'est ça le socialisme, en fin de compte. C'est ça la solution socialiste. C'est que les travailleurs et les travailleuses, qui représentent la grande majorité de l'humanité, doivent exproprier les grandes entreprises et les banques et les faire rouler sous leur propre contrôle de façon démocratique. Et donc, gérer l'économie de façon démocratique, ça nous permettrait de planifier la production pour qu'elle serve à satisfaire les besoins des gens plutôt que l'appétit de profit des capitalistes. Et il n'y aurait alors pas de raison d'être contre le développement technologique et la croissance, parce qu'on serait alors certainement capable d'organiser cette croissance de façon rationnelle, dans l'intérêt du plus grand nombre, pour améliorer réellement la vie des gens. Ça nous permettrait, par exemple, d'investir massivement dans les énergies vertes et dans les transports en commun. Ça nous permettrait de progressivement fermer les industries polluantes en offrant la formation aux travailleurs de ces industries-là et en leur garantissant un emploi dans des industries non polluantes. On pourrait investir dans des plans massifs de reforestation et de construction de bâtiments éco-énergétiques, par exemple. On pourrait financer massivement la recherche dans les technologies vertes. On pourrait aussi mettre fin à toutes les absurdités du capitalisme, comme l'obsolescence programmée, hein, et ces objets qui sont produits pour être de mauvaise qualité. Et on pourrait fermer les industries inutiles comme le marketing et l'armement. Tu sais. Et aussi, quand on pense que 25, ou dépendant des sources, là, 25 à 40% de la bouffe produite est jetée, souvent en raison même de surplus invendus.
alors qu'il y a des millions de gens qui meurent de faim. On pourrait mettre fin à ces gaspillages-là et réduire la taille de l'industrie agricole au juste nécessaire, là, selon nos besoins, et aussi l'orienter vers la production d'aliments bio et de qualité. Donc, c'est seulement avec un plan de production démocratique fondé sur la coopération entre les travailleurs et les travailleuses de toute la planète qu'on sera capable de mettre fin à la crise écologique et de bâtir une économie qui est en harmonie avec la nature. Je vais m'arrêter là.